Donc, bonsoir à tous. Merci, Christine, pour cette introduction. Donc, effectivement, on va parler aujourd'hui de sens et de manager QSE porteur de sens. Et pourquoi je souhaitais aborder cette thématique-là? Eh bien, parce que donc depuis, ça fait à peu près 30 ans que je travaille et je vois que peu à peu, je perçois une perte de sens dans la façon de manager, chez les managers dans les entreprises. Je côtoie pas mal d'entreprises, je côtoie, pas mal d'équipes et je vois que finalement le sens que je voyais au début de ma carrière et bien maintenant je le ressens beaucoup moins et voire même des fois je trouve qu'il est vraiment manquant. Et du coup, cette présentation a pour objectif de quelque part de poser une réflexion qui n'a d'autre prétention qu'être ce que je ressens et de vous faire réagir, là-dessus que pour que l'on puisse en discuter, la demi-heure, restante qui nous restera à cette présentation. Alors, ce que l'on voit depuis 30 ans, c'est qu'il y a beaucoup plus de règles qui se mettent en place. C'est-à-dire, il y a beaucoup plus de KPI, des objectifs individuels, des objectifs collectifs, beaucoup plus de règles, des processus, des méthodes, des réunions pour suivre tout ça, beaucoup plus de reporting, beaucoup plus de contrôle. Et en fait, quand on reprend ça, ça revient à faire ce qu'on appelle un management par la tâche, par l'objectif. Xavier, votre micro c'est coupé. Eh bien, figurez-vous que je ne sais pas ce qui se passe, il se coupe tout seul. Essayons comme ceci. J'espère que ça va aller. Je vais mettre ça au cas où. Bon, voilà. Du coup, c'est bon, là, vous m'entendez? Oui, merci. Parfait. Très bien. Du coup, Alain Suppiot, qui est un juriste de profession et professeur au Collège de France, a fait un bouquin il y a quelques années qui s'appelle Le management par les nombres. Et il décrit en fait un type de management qui recherche le leadership par le fait d'édicter des normes, des nombres, des processus, des méthodes. Et du coup, cela, en fait, moi, ce que je perçois, c'est que ça vient au détriment du sens et des valeurs, au détriment du management par le sens et par les valeurs. Ça, c'est la première problématique. La seconde problématique, c'est que finalement, en manageant par la règle ou par le nombre, eh bien, on renforce ce qu'on appelle le lien d'allégeance, hein, c'est-à-dire le lien de soumission entre une personne et son manager. Et du coup, vu du manager, c'est addictif parce que plus je donne des règles, plus j'obtiens quelque part une conformation de mes équipes parce que j'attends, et du coup, plus je me dis que c'est bien et je renforce encore plus les règles. Et le troisième problème que ça pose, c'est que finalement, si on dit que manager, c'est ne plus apporter du leadership, mais c'est apporter de la règle, apporter de la norme, et bien du coup, l'effet second de cela, c'est de stériliser quelque part la pensée managériale. C'est-à-dire qu'on va gérer, pour caricaturer et pour expliquer, pour donner un terme que tout le monde connaît, on va piloter au fichier Excel, sans pour autant piloter par le sens que l'on met, par la vision stratégique, par la capacité d'entraînement des équipes. Et du coup, tout cela contribue à un fait qui est que ça stérilise, par effet second, en fait, ça stérilise la capacité d'adaptation de l'entreprise. Et ça, enfin, tout est important, mais ça particulièrement parce qu'on sait très bien que les entreprises en ce moment voient des changements qui sont notoires sur leur marché, sur leurs offres, puisqu'il faut qu'elles s'adaptent à plein de choses. Et si on n'a pas pris en compte la vision du manager, si quelque part on a les yeux focalisés sur un fichier Excel, sur un processus ou autre, eh bien, fatalement, ça va freiner, ça va empêcher la capacité d'adaptation de l'entreprise aux événements nouveaux. Et le risque, en quelque part, c'est de devenir l'expert d'un métier qui n'existe plus un jour ou d'un marché qui n'existe plus. Voilà. Alors, cette thématique a été reprise par un garçon qui est un sociologue qui s'appelle François Dupuis et qui explique que la gouvernance par l'allégeance, lui il explique ça par les liens d'allégeance, pas donc par la soumission, finalement ça rompt
quelque chose de très important qui est le pacte de sécurité employeur-employé. C'est-à-dire que si je suis employé, bah, quelque part, je me dévoue à l'employeur et en contrepartie, l'employeur doit m'assurer une certaine sécurité. Or, si je pilote par les objectifs, par les KPI et que le seul objectif, c'est de tenir ces chiffres, et bien quelque part, je mets en risque l'employé qui sera de facto mal à l'aise et dans un inconfort. Et alors, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le management avait dérivé depuis une trentaine d'années, depuis que je le vois, d'un management par le sens, par le leadership, vers un management par le chiffre. Et du coup, eh bien, Michel Crozier exprime ça et lui dit que le management, quelque part, il doit reposer sur une vision partagée, une situation partagée. Il doit reposer sur une légitimité du manager. Et en fait, cette légitimité du manager, finalement, on ne l'a pas lorsqu'on pilote par les chiffres. Et donc tout ça, en fait, ça va générer deux choses qui sont des contre-pouvoirs, c'est-à-dire on va on va utiliser les règles à un mauvais profit, donc des contre-pouvoirs, et ça va générer du désengagement. Et lorsqu'on raisonne désengagement, eh bien, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, il y a un institut qui s'appelle Gallup. Et Gallup, chaque année, ils font une étude du niveau d'engagement des personnes dans les entreprises. Et ils catégorisent les personnes selon trois profils. Le premier profil que vous voyez en vert, c'est le pourcentage de personnes qui sont engagées pour l'entreprise. Dit autrement, ce sont eux qui sont moteurs, qui impliquent les changements, qui tirent le bateau. À côté de ça, au niveau monde, il y a 67% de personnes qui sont non engagées, c'est-à-dire si on leur demande des choses, ils les font, il n'y a pas de souci, mais par contre, ils ne vont pas être proactifs. Et puis, il y a au niveau mondial 18% des personnes qui sont dites activement désengagées. Alors, c'est quoi une personne activement désengagée ? Alors, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui n'a pas envie de travailler et qui veut juste embêter le monde. En fait, après avoir beaucoup réfléchi à ça et beaucoup analysé ce qui se passait, une personne activement désengagée, je vous donne ma lecture, elle est vraie, elle n'est pas vraie, mais c'est celle que je crois percevoir. C'est quelqu'un qui ne comprend pas comment l'entreprise est menée et du coup qui veut tirer la barque dans un sens qui lui semble plus légitime. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas aller dans le sens de l'entreprise. Au contraire, il veut aller dans le sens de l'entreprise, mais dans une autre direction. Il veut emmener l'entreprise ou les valeurs de l'entreprise ou la façon de piloter les choses dans une autre direction. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir donc, les ratios monde, Europe et France. Et quand on voit le monde, 15% d'engagés, 18% d'activement désengagés. En Europe, la moyenne, c'est 10% d'engagés, 19% d'activement désengagés. Et lorsqu'on regarde la France, eh bien, on n'est pas parmi les bons élèves, puisqu'on est avant-dernier. 6% d'engagés, de personnes engagées pour 25% de personnes désengagées. Donc, on voit qu'il y a quand même une problématique de management qui s'opère. Et juste pour vous partager cette vision-là, lorsqu'on donne un objectif individuel à une personne, eh bien, quelque part, on fait chuter la coopération. Et on sait aujourd'hui on le verra tout à l'heure, la coopération entre les membres d'une entreprise, c'est clé pour la réussite et la capacité d'adaptation de l'entreprise sur ses marchés ou sur ses offres. Et donc, rien que le fait d'aller donner des objectifs individuels, bah, c'est contraire à l'intérêt collectif parce qu'on va désengager la personne sur le collectif pour l'auto-centrer sur elle-même et sur sa propre performance. Voilà. Et puis, quelque part, si on définit des processus qui sont bien calés et dont ce que l'on voit de plus en plus, c'est que le processus est fait pour lui-même, c'est-à-dire que dans l'esprit des gens, il faut appliquer le processus pour appliquer le processus et non pas forcément pour atteindre la raison d'être de l'entreprise ou de l'offre. Et du coup, le fait d'appliquer le processus pour le processus, ça détruit la capacité d'adaptation de l'entreprise. Parce que du coup, les problèmes qui viendront et qui ne sont pas prévus dans le processus ne seront pas forcément traités. Et du coup, tout ça, ça va contraindre, ça va freiner l'évolution de l'organisation. Autre point qu'il est important de comprendre, c'est que des objectifs, quand on fait de la somme d'objectifs, on a toujours des objectifs individuels, avec des objectifs collectifs, avec des processus, avec du reporting, etc. Et bien sûr, on peut être sûr
que dans tous ces sommes d'objectifs, de processus, etc., il y a des injonctions paradoxales. Par exemple, faire plus de reporting, si on fait du reporting quelque part, même si ça a de la valeur pour le métier, je ne conteste pas la chose, eh bien, pendant ce temps, je ne vais pas faire mon métier, ce pourquoi je suis missionné. Vous voyez, on a beaucoup entendu parler des infirmières ces derniers temps, qu'il y avait de plus en plus d'administratifs, et du coup, ce qu'elle voulait, c'était être auprès des soignants. Donc, du coup, ça crée des injonctions paradoxales. Et les injonctions paradoxales, ça crée ce que l'on appelle de la désespérance sociale. Et en psychologie, on sait de très longue date que le paradoxe rend fou. Et notamment Henri Laborie, je ne sais pas si vous connaissez Henri Laborie, qui a écrit un bouquin qui s'appelle L'éloge de la fuite. Et dans son bouquin, il décrit une chose, c'est que lorsqu'il y a injonction paradoxale, le cerveau ne sait pas gérer les choses. Et du coup, quand il dit l'éloge de la fuite, c'est que lorsqu'il y a injonction paradoxale, le cerveau ne sait pas gérer, et du coup, il va fuir d'une façon ou d'une autre. Donc, il va fuir en dépression, il va fuir dans une addiction, l'alcoolisme, le jeu ou je ne sais quoi d'autre. Mais que, en fait, les injonctions paradoxales, le cerveau ne sait pas les gérer. Du coup, il les gère par une fuite quelconque. Et alors, finalement, on le voit très bien dans les chiffres. Ici, je vous ai mis la courbe des RPS, des RPS reconnus donc, en 2017. Et on voit que ça monte en exponentiel. Je vous ai mis ici le taux de consommation de psychotropes. Donc, on voit qu'au niveau de l'OCDE, on a doublé en 10 ans. Et on voit qu'au niveau de la France, on a fait un plus 30% sur cette même période. En 15 ans, pardon. Donc, ces chiffres, en fait, montrent qu'il y a quelque part un malaise ou une mauvaise santé psychologique des personnes. Et on le voit également sur ce graphe-là, où ça, c'est les taux d'arrêt maladie, l'évolution des arrêts maladie. Et alors, il faut savoir une chose, c'est que si on a un accident de travail, un accident de la route, le temps d'arrêt moyen, c'est 31 jours. Or, si on est en dépression, enfin en maladie psychosomatique, le temps d'arrêt moyen, c'est plus de 400 jours, c'est-à-dire c'est supérieur à 1 an. Et alors, qu'est-ce qu'on voit monter le plus? Eh bien, du coup, ce sont les maladies psychosociales qui grimpent le dessus. Alors, là-dedans, il n'y a pas que des maladies psychosociales, il y a aussi de la part des cancers. Mais il y a beaucoup de maladies psychosociales. Et ça monte vraiment, vraiment en flèche. Et d'ailleurs, faites l'expérience autour de vous du nombre de personnes qui ont fait ce qu'on appelle un burn-out, pour faire simple. Eh bien, moi, j'en connais de plus en plus autour de moi, alors qu'il y a 20 ans, je n'en connaissais pas, quoi. Voilà. Et en fait, ça se traduit à travers quelques actions. Il y a des marqueurs, en fait, qui montrent qu'en fait, on va vers quelque chose ça transpire dans certains marqueurs. Par exemple, dans les années 98, l'OMS a décrit les RPS a reconnu les risques psychosociaux comme une maladie. Après 98, on a vu la naissance de la marque employeur, l'avènement de la marque employeur. Ça veut dire il faut faire voir, il faut démontrer que l'entreprise est vertueuse avec ses employeurs, etc. Dans les années 2000, on a vu l'avènement de la qualité de vie au travail. Voilà. Là, on voit les Chief Happiness Officers, etc. Donc, on voit que finalement, le malaise, il y a des marqueurs qui le démontrent, au-delà des chiffres. Voilà. Et donc, si on veut éviter les RPS, les risques psychosociaux, eh bien, tout à l'heure, je vous disais que les injonctions paradoxales amenaient au risque psychosocial. Eh bien, si on veut les éviter, il y a un moyen relativement simple, c'est d'avoir un niveau de communication dit méta. C'est-à-dire, plutôt que de piloter par la tâche, c'est-à-dire tu fais ça, puis en même temps tu fais ça, et pendant ce temps tu feras ça, donc on pilote par la tâche, par l'action, eh bien, la communication dite méta, c'est-à-dire qu'on pilote par le sens et on pilote par les valeurs et l'ambition. Là où on veut aller, c'est quel est notre métier. Et ensuite, la personne, comme elle a les clés en main, eh ben, elle sait jongler. Dans un sens, elle va plus s'assurer le métier, dans d'autres, elle va plus s'assurer, je ne sais pas moi, la satisfaction client ou la performance. Mais la personne va être auto-adaptative, va s'adapter. Et même si elle a beaucoup de travail, elle ne sera pas en souffrance psychologique. Alors du coup, je reviens au premier slide.
plus on met d'indicateurs, plus on met de processus, de reporting, etc., cela revient à faire plus de ce qui ne fonctionne déjà plus. Et ça a été théorisé par un philosophe qui s'appelle, tiens, son nom m'échappe, Bernard Stiegler, qui est décédé il y a 18 mois à peu près. Et lui, il dit, ça c'est un pharmacone. Et un pharmacone, c'est quoi? Un pharmacone, ça vient du grec, c'est quelque chose qui explique que à faible ou moyenne dose, c'est un médicament, ça soigne, et à forte dose, ça tue, c'est un poison. Hein, c'est exactement comme les médicaments, hein, vous prenez trop d'aspirine, un peu d'aspirine, ça vous soigne, trop, ça vous tue. Et donc, on va prendre quelques exemples pour expliquer ce pharmacone. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont proches des réseaux de vente, mais ce que je vais vous exprimer là, ce sont des grands classiques. Que fait un vendeur lorsqu'il a fait son chiffre, donc son ambition, enfin il avait un chiffre, il devait faire 100 en chiffre d'affaires, il l'a déjà fait en septembre. À votre avis, que fait le commercial? Eh bien, vous ne pouvez pas vous exprimer, donc je vais vous donner la réponse. Et en fait, allez voir, si vous n'êtes pas proche des commerciaux, allez les voir, vous verrez, ils vous diront tous la même chose. Eh bien, si je suis en avance sur le chiffre, je vais freiner le chiffre en fin d'année pour être juste, passer le seuil, avoir ma prime, mais pas plus, parce que je sais que l'année prochaine, on m'en remettra plus, et du coup, ça va être encore plus dur. À l'opposé, il y a le commercial, le vendeur, qui doit faire 100 de chiffre d'affaires et il voit très bien qu'il n'y arrivera pas et du coup, il voit très bien qu'il n'aura pas ses primes. Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va planter l'année, donc il va la poser à, je sais pas, il va vendre par exemple 80, il va volontairement réduire le chiffre d'affaires de l'année. Comme ça, l'année prochaine, il aura un objectif moins ambitieux, il sera sûr d'avoir sa prime. Voilà, par exemple, enfin bon, Xavier, de nouveau, il y a un petit souci avec votre micro. c'est vraiment Merci. très curieux. Ok, Oui. vous avez raté quelque chose? Vous avez raté combien de temps? Peut-être 10 secondes, D'accord, très bien. je ne sais Très pas. bien. Merci. Du coup, j'ai rencontré récemment une personne qui travaille dans un call center et lui devait faire de la prospection pour prospecter des clients. Il avait pour objectif de faire 80 appels par jour. Eh bien, comme il savait que ce n'était pas possible et que s'il faisait ces 80 appels par jour, il n'allait pas faire de la qualité, eh bien, il avait toujours sous la main des appels qui étaient toujours sans réponse. Donc, il faisait des appels, ça sonnait, ça tombait sur un répondeur et voilà, c'était fait, ou même ça sonnait dans le vide. Et comme ça, bah, ça a incrémenté son compteur d'appels et tout le monde était content. Vous voyez que, et du coup, pardon. Du coup, on voit qu'au lieu de motiver les personnes, eh ben, on les a activement démotivées ou on les a activement désengagées. Voilà. Alors, voilà. Et du coup, il y a une personne qui s'appelle Charles Goudard qui a édicté la loi de Goudard, on l'appelle comme ça maintenant. Et je vous laisse lire la loi sur l'écran, mais je vais quand même vous la lire. Ça dit, la loi de Goudard dit la chose suivante. Lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure car elle devient sujette à des manipulations, directes ou indirectes, en travaillant uniquement à l'amélioration de cette mesure et non à l'objectif global de l'entreprise. C'est ça en fait. Dès qu'on donne une mesure et que donc la mesure doit permettre de mesurer une évolution, mais dès qu'on met une mesure et qu'on dit voilà maintenant sur cette mesure on va mettre un objectif, ben, on peut être sûr que derrière il y a de la manipulation des chiffres. Et ça, discutez-en autour de vous. Mais moi à chaque fois que je parle de ça, tout le monde me dit ah ben oui moi je fais comme ça, ah ben oui moi je fais comme ça. Donc du coup on peut vraiment se poser la question de quel est l'objectif d'aller mettre un objectif, quoi. Voilà. Alors du coup, on parlait de pharmacone tout à l'heure, et du coup, on peut synthétiser sur le fait que le management par les normes, à la fois ça stérilise la pensée des managers, ça stérilise le développement des compétences, ça stérilise bien sûr l'innovation puisqu'on va quelque part freiner l'adaptation de l'entreprise, et ça stérilise quelque part le futur de l'entreprise. Alors maintenant, la question qui se pose, bien sûr, c'est que faire? Que peut-on faire chacun à notre niveau? Eh bien, on voit que de plus en plus, on parle de sens. Là, je vous ai fait deux screenshots de l'APEC, la quête du sens dans l'entreprise. Deuxième slide, oh, pardon. Deuxième slide, c'est redéfinir les compétences et enrichir le sens, enfin être à la recherche du sens et de l'équilibre.
On n'arrête pas en ce moment de parler du sens. Maintenant, on va voir les aspects managériaux tout à l'heure, mais pour moi, un manager, je vous donne là ma définition, celle que celle que je me suis appropriée. Pour moi, un manager, c'est faire des choses extraordinaires avec des gens ordinaires et pas l'inverse. Et du coup, donc on a vu tout à l'heure, il faut donner du sens. Et donc, je reprends l'apocryphe de Saint-Exupéry. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le terme d'apocryphe, ce serait une citation qu'aurait dit la personne, mais dont on n'est pas vraiment sûr qu'il l'ait dit. Mais bon, peu importe, le sujet est intéressant. Je vous lis l'apocryphe. Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et tes femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Et donc à partir de là, c'est moi qui rajoute, et donne-leur bien plus de connaissances que nécessaire immédiatement pour qu'ils puissent s'adapter à toutes les situations. Alors, en fait, quand on découpe ça, eh ben, la première partie, c'est l'ambition, c'est-à-dire on fixe l'ambition, donc on donne quelque part le contexte, on veut faire un bateau, mais donc voilà, l'ambition, c'est de faire un bateau. Et du coup, on ne peut pas piloter par la tâche. Or, on le verra tout à l'heure, en fait, l'ensemble des modèles de management dans les entreprises, en général, hein, bien sûr, là je parle en général, pilotent par la tâche. Et du coup, là, ce que nous dit Saint-Exupéry, c'est qu'il ne faut pas piloter par la tâche, il faut piloter par le sens. C'est-à-dire, OK, c'est quoi la mission? Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette chose-là? Et donc là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est prendre la mer. Donc pour prendre la mer, on va construire un bateau. Et là, l'effet de motivation est tout autre. Et bien sûr, je n'ai pas le temps de développer la chose, mais si on veut apprendre à faire de nouvelles choses, il faut toujours donner de la connaissance. Si on veut pouvoir s'adapter à de nouvelles choses, si on veut développer la capacité d'adaptation, il faut apporter de la connaissance pour que la connaissance soit bien plus large que le strict besoin à un moment donné. C'est vraiment une condition sine qua non. Alors, maintenant qu'on a vu la définition du management, on va définir le leadership. Donc, je vous lis la définition. Alors, c'est une simple définition que j'ai trouvée par Internet et qui me parlait, donc que j'ai trouvée sur Internet et qui me parlait, donc je l'ai reprise. Le leadership définit la capacité d'un individu à mener ou conduire d'autres individus ou une organisation dans le but d'atteindre certains objectifs. On dira alors qu'un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Donc, je reprends ces termes. Un leader est quelqu'un qui est capable de guider, d'influencer et d'inspirer. Et là, on voit bien la disjonction. Si je pilote au fichier Excel, je suis difficilement capable de guider et probablement pas d'influencer. Probablement pas d'inspirer. En tout cas, d'inspirer dans le sens de donner envie d'eux et de se mettre en mouvement pour atteindre l'ambition. Alors, la QSE, depuis 2005, a pris en compte cette thématique. Et là, on voit les 7 principes managériaux de la QSE. Et on voit qu'en numéro 2, donc 1, c'est l'orientation client. Et qui s'en plaindrait, c'est très, très bien. Et 2, c'est le leadership. C'est-à-dire, je reprends la définition, c'est-à-dire inspirer, influencer et guider. Voilà. Et on voit que dans la version de 2015 de l'ISO 9001, il y a bien sûr un peu de gouvernance par les nombres, hein, c'est-à-dire s'assurer que ça marche, mais il y a aussi de la gouvernance par le sens, du management par le sens. S'assurer de la compatibilité des objectifs avec le contexte et l'orientation stratégique de l'organisme, de l'organisation. Donc, voilà, en lien avec la stratégie, soutenir les personnes afin qu'elles contribuent efficacement au système de management de qualité, donc c'est les aider, et promouvoir l'amélioration de qualité. Et voilà. Et du coup, j'en reviens à ce que dit un garçon, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Simon Sinek. Vous pourrez trouver ses vidéos sur Internet. Voici son nom, là, ici, Simon Sinek. Et lui, il a fait une vidéo, c'est un TEDx, un TED, pardon, puisque c'est en anglais. Il a fait un TED en disant Start by why. Il faut commencer par le pourquoi. C'est-à-dire commencer par le pourquoi on fait les choses. Et donc, on construit un bateau parce qu'on veut prendre la mer. Par le sens, par la mission. Et maintenant, on utilise le terme de raison d'être. C'est quoi notre raison d'être? C'est quoi notre pourquoi? Et du coup, j'imagine que vous connaissez
cette métaphore d'une personne qui se promène sur un chantier où on construit un bâtiment et il va voir le tailleur de pierre et lui dit qu'est-ce que tu fais? Je taille des pierres. Il va voir le maçon, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je construis un mur. Il va voir l'architecte, il lui dit qu'est-ce que tu fais? Je construis une cathédrale. Et il va voir le maître d'ouvrage et lui dit qu'est-ce que tu fais? Il dit je donne espoir à toute une population. Voilà, le why, c'est ça, c'est je donner espoir à toute une population. Le comment, on va construire une cathédrale et puis le quoi, on va faire des murs, etc. pour que la cathédrale soit faite. Donc si on veut donner du sens, il faut partir du pourquoi. Et tout à l'heure, je parlais de l'agilité des organisations et de la capacité d'adaptation des organisations. Donc en fait, on va regrouper ça sous le terme d'agilité des organisations. Et donc il y a un garçon qui s'appelle Jérôme Barran qui a monté une chaire sur l'agilité des organisations, des entreprises à l'EM Lyon. Et lui, il dit, la capacité d'agilité, c'est la capacité à anticiper, à bouger avec justesse et de manière coordonnée en interne comme en externe. Et donc, je soulignerai de manière coordonnée. C'est essentiel. C'est aussi la capacité de mouvement permanent et pertinent de façon individuelle et collective. Et c'est aussi un mixte de recherche, de performance et d'adaptation. Et pourquoi je l'ai mis en rouge? Parce que lorsqu'on pilote à travers des processus et des fichiers Excel, on voit bien qu'on est centré sur la performance. Et on est bien moins centré sur l'adaptation. Et donc, si on néglige l'adaptation ou la capacité de l'adaptation, c'est sûr qu'on néglige le futur de l'entreprise. Alors, bien sûr, l'entreprise, il y a toujours quelque part deux choses à régler, c'est-à-dire être efficace aujourd'hui pour payer les salaires et payer les investissements éventuels, et puis développer la capacité d'adaptation de l'entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne met pas de la vision, si on ne met pas de l'entrain, si on ne met pas ce pourquoi en avant, on va freiner la capacité d'adaptation de l'organisation. Alors, Jérôme Barran décrit l'agilité d'une organisation sous ce thème-là. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, l'ensemble des organisations sont centrées sur le faire. Et bien sûr, il faut faire les choses, il faut produire, il faut rendre le service, il faut vendre. Mais tout est fait pour piloter le faire. Mais il dit que si on veut développer la capacité d'adaptation de l'entreprise, il faut développer l'agir. Et voici comment se définit. Donc l'agir, en fait, c'est la capacité à anticiper quelque chose, c'est la capacité à coopérer et c'est la capacité à innover, c'est-à-dire à faire les choses différemment. Et donc, ce que dit Jérôme Barran, c'est qu'on ne peut pas faire ça si, au préalable, on n'a pas le contexte. Et si du contexte, on ne tire pas un sens, et si de ce sens, on ne développe pas la connaissance et les savoir-être des personnes et les savoir-faire, bien sûr. C'est-à-dire que il faut d'abord donner le contexte. Voici le contexte. On veut faire un voyage. Et du coup, il faut qu'on construise un bateau. Voilà. On donne le sens. Ensemble, on va tous faire un voyage. Voilà. Et pour ce faire, il faut qu'on construise un bateau. Ensuite, on crée de la connaissance. Voici tout ce qu'il faut pour faire un bateau. Toutes les connaissances navales, d'architecture navale, de construction navale, etc. Et du coup, comme on a de la connaissance, les gens vont pouvoir passer au faire et vont pouvoir agir. Voilà. Et s'adapter en permanence, coopérer, anticiper et innover. Voilà. Et donc, on voit, et ce que soutient Jérôme Barran, c'est que l'agir, en fait, ça dépend du contexte, du sens que l'on donne et de ses fonctions, en fait, du contexte, du sens que l'on donne et de l'être. Voilà. Et de ça va dérouler la capacité à faire. Alors, on le voit de plus en plus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont proches des fonctions RH dans les entreprises, mais de plus en plus, on voit que les fonctions RH disent qu'il faut embaucher sur le savoir-être, il faut développer le savoir-être. Et en fait, je vous mets juste un petit paradoxe que je perçois, c'est qu'en fait, à l'embauche, on valorise le savoir-être, et à l'emploi, finalement, on ne valorise plus le savoir-être, on valorise le faire. Je dis même pas le savoir-faire, on valorise le faire, c'est-à-dire le faire plus, et bien sûr aussi le faire mieux. Mais on ne valorise plus l'être. Et du coup, quelque part, c'est un peu dommage d'aller chercher des gens qui ont un savoir-être pour les cantonner ensuite sur le faire uniquement, et ne plus utiliser cette capacité de savoir-être et d'être.
Alors maintenant, la question que vous que vous pourriez me poser, c'est comment on développe l'être? En fait, si on veut développer l'être, je vais reprendre ici la pyramide de Maslow. Alors je sais qu'elle a été contestée, qu'il y a d'autres modèles, etc. Peu importe, je la prends dans sa forme originale. Si je manage par les nombres, on a vu tout à l'heure que ça insécurisait les personnes. On a vu que si la personne n'atteignait pas son objectif, elle était insécurisée. Du coup, on voit que si on manage par les nombres, on ramène vers le bas, on tire vers le bas de la pyramide de Maslow les personnes. Et donc, si on veut développer l'être, il faut au contraire tirer les personnes vers le haut, vers la réalisation de soi. Il faut leur donner les moyens d'agir, leur donner la connaissance pour qu'ils se réalisent. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire une petite chose, c'est que très souvent, on voit des personnes qui sont peu performantes dans les entreprises, qui s'en désintéressent. Et par contre, à côté de l'entreprise, ils sont maires, ils sont présidents d'une association, etc. Ça veut dire qu'ils vont, et donc c'est très bien, je ne discute pas de ça, mais ça veut dire qu'ils vont chercher l'épanouissement de soi en dehors de l'entreprise. Et quelque part, c'est dommage, parce que cet épanouissement de soi, il pourrait aussi le réaliser dans l'entreprise, au niveau professionnel. Et du coup, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de Karasek, mais lui, il a dit il a déterminé que pour assurer le développement d'une personne, il faut bien sûr lui donner de l'exigence, il faut avoir de l'exigence, qu'elle soit forte, c'est-à-dire qu'il faut l'attendre sur un rendu, sur un résultat, mais il faut aussi lui donner de l'autonomie. Parce que si on ne lui donne pas d'autonomie, à ce moment-là, il est en tension forte, et comme par hasard, c'est là où on crée les maladies psychosomatiques et les RPS, pour faire simple. Donc, on est en souffrance psychique. Donc, du coup, la question n'est pas tant d'être exigeant vis-à-vis des équipes, il faut l'être, mais par contre, il faut leur donner l'autonomie de faire, l'autonomie d'agir, l'autonomie de décider. Et ça, en fait, donner l'autonomie de décider, ça a un nom. Ça s'appelle le principe de subsidiarité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, on va essayer de le déployer. Le principe de subsidiarité, ça date d'Aristote, c'est-à-dire 2500 ans. Il dit chaque groupe doit répondre aux besoins insatisfaits de la sphère immédiatement inférieure et importante, en importance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le manager qui doit se mettre à disposition des équipes et non l'inverse. Ça, c'est Aristote, moins de 2500 ans. Et donc, ramener l'entreprise, c'est toute la responsabilité d'une décision doit être assumée par le niveau directement confronté à la problématique à résoudre. L'échelon supérieur n'intervient que si la réponse à donner excède la capacité du niveau évoqué ou si la personne demande de l'aide. Voilà. Dit autrement, on responsabilise la personne, on lui donne les moyens d'agir, les moyens de décider, les moyens de faire au mieux dans son métier. Et si vraiment la problématique qui est exposée n'est pas solvable à son niveau, on l'aide. Ou si elle demande de l'aide, bien sûr, on répond présent. Et du coup, on reprend la théorie d'Aristote qui dit c'est la strate supérieure qui est là pour aider la strate inférieure, et pas l'inverse. Et je reviens sur le schéma de Karasek, il faut donner de l'autonomie pour donner ah oui, je ne vous ai pas donné le terme, de l'encapacitation. L'encapacitation, c'est donner aux personnes les moyens d'agir. Et c'est à mettre en opposition, bien sûr, avec l'incapacitation, qui est un terme que l'on connaît plus. Alors, il y a pas mal d'entreprises qui développent ce principe de subsidiarité. J'en ai mis quelques-unes, Apicil, Michelin, Danone, Coffieli, Ineo. Et il y a Decathlon. Et Decathlon, par exemple, vous pourrez chercher la vidéo sur Internet. Vous mettez Decathlon subsidiarité, vous allez la trouver tout de suite sur YouTube. Et que décrit Decathlon dans cette vidéo? Donc, c'est une vidéo qui est à destination des employés. Ils disent, voilà, imaginons qu'il y a une personne qui arrive avec un vélo cassé, ça fait 2 fois qu'il le ramène. Vous constatez que le vélo n'est pas adapté à son usage. Eh bien, libre à vous, si vous le sentez nécessaire, d'aller changer le vélo pour un autre type de vélo qui sera plus adapté à son usage. Et donc, c'est ça le principe de subsidiarité. Et c'est en train de se développer dans les entreprises, et je pense au plus grand bonheur de tous. Et pourquoi au plus grand bonheur de tous? Parce qu'en fait, c'est au plus grand bonheur des personnes, des employés, c'est-à-dire parce qu'on leur donne de l'autonomie, du coup, ils vont aller vers du développement personnel, vers de l'épanouissement. Et c'est aussi au plus grand bonheur des managers qui seront beaucoup moins sollicités par des détails
qui sont finalement vus de leur niveau sans importance ou qui les perturbent dans leur vrai travail, hein, qui est d'aller guider des équipes et d'aller donner une vision. Et du coup, si on dit qu'ils sont moins sollicités à des tâches qui ne sont pas de leur niveau, qui ne sont pas effectivement de leur niveau de décision, eh bien, ils vont être plus portés à donner du sens aux choses, à réfléchir les choses et à créer une vision et à embarquer leurs équipes, quoi. Ils seront plus portés à prendre du temps à développer leur leadership. Voilà. Alors, subsidiarité, principe de subsidiarité est différent de délégation. Et du coup, il faut vraiment différencier les deux. Parce que souvent, maintenant, on fait des lettres de délégation, des délégations de pouvoir, etc. Et en fait, la délégation, ça formalise les actions qu'une personne est autorisée à prendre. Donc, qu'un collaborateur est autorisé à prendre. Alors que le principe de subsidiarité, et c'est là où vraiment je pense que le rôle des responsables QSE est beaucoup là, en fait. C'est que le principe de subsidiarité, ça formalise non pas les décisions que la personne doit prendre, puisqu'elle va les prendre en fonction de ce qui va se présenter, mais ça formalise uniquement les décisions prises par le manager. Et donc, le manager est au service d'eux. Voilà. Et c'est là où, tout à l'heure, le nom de la conférence, c'est le manager QSE par le sens. Eh bien, je pense que là, chaque manager QSE a un rôle essentiel. OK, il faut définir des processus. OK, il faut définir des délégations parce que c'est important. Par contre, il faut aussi définir les principes de subsidiarité et conjuguer les deux. En fait, délégation et subsidiarité sont parfaitement complémentaires, il faut simplement les conjuguer. Or, aujourd'hui, on oublie, ou on n'y pense pas, on ne définit pas les principes de subsidiarité. Et donc, lorsqu'on définit une règle, un processus, etc., il faut d'abord penser à la subsidiarité et ensuite à la délégation et voir comment les deux peuvent cohabiter dans une harmonie et qui préservent en fait l'intérêt de l'entreprise et bien sûr l'épanouissement des collaborateurs. Et donc le principe de subsidiarité, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça permet d'impliquer les personnes. C'est vraiment adapté pour impliquer les personnes parce qu'ils vont y trouver de l'épanouissement dans le sens où ben, ils prennent les décisions et ça développe forcément l'épanouissement. Ça développe l'être, c'est-à-dire ben, quand on décide, il faut le faire à bon escient et du coup on va chercher à se cultiver, à monter en connaissance, à monter en compétences. Et puis, c'est très adapté également lorsqu'il faut gérer des situations imprévisibles. Parce que si on pilote par le processus uniquement, le processus, genre, il faut faire étape 1, puis étape B, puis étape C, à ce moment-là, bah, quelque part, on verrouille la capacité d'adaptation, la capacité d'improvisation de la personne pour régler les situations imprévues. Voilà, donc ça, c'est le principe de subsidiarité est vraiment très intéressant pour gérer l'imprévisible, gérer l'incertitude et se permettre de réduire le temps de réaction. Hein, combien de fois, j'imagine que vous avez vécu cette scène plein de fois, où vous avez une personne qui est sur une hotline, vous posez une question un peu inconnue, bah, la personne dit ah bah je sais pas, je vais demander à mon chef, ou alors je vais demander à mon chef pour décider de telle ou telle chose. Bah, c'est du temps perdu pour vous, c'est du temps perdu pour la personne et c'est du temps perdu pour le chef. Alors que si on avait donné les moyens à la personne d'agir, bah, elle aurait décidé immédiatement, elle aurait pris l'autonomie de décision. Et donc, bien sûr que lorsqu'on permet à l'ensemble d'une organisation de s'adapter, eh ben, on développe la prise d'initiative, on développe la capacité d'agir et donc on développe l'agilité de l'organisation. Et donc l'agilité de l'organisation, c'est juste, je vais utiliser un euphémisme, hein, mais c'est juste la capacité à l'entreprise de se développer et de perdurer sur ses marchés. Alors du coup, maintenant, enfin, on arrive au terme de cette présentation et je vais vous édicter quelques règles d'or que j'essaie de m'appliquer à moi-même et que je vous propose. Bien sûr, comme je vous le disais, il faut développer le principe d'encapacitation. Donc l'encapacitation, c'est donner du sens aux choses et toujours faire référence au pourquoi on fait les choses. Donc si donner le contexte, donner l'ambition, c'est-à-dire le contexte, c'est dans quelle situation on est, qu'est-ce qui bouge, à quoi faut s'adapter. Du coup, du contexte, on en tire l'ambition. Il faut toujours rappeler les valeurs, il faut favoriser la coopération entre les personnes. Voilà. À chaque fois que vous avez une interaction avec une personne, toujours rappeler le contexte, l'ambition, les valeurs
Les micros, Xavier, s'il vous plaît. C'est incroyable qu'il se coupe. Je disais ensuite, il faut développer l'être. Et donc, l'être, on le développe par le principe de subsidiarité, où on va donner l'autonomie de la personne, du coup, la personne va s'épanouir. Et du coup, comme elle s'épanouit, elle va aller chercher de la connaissance, ou elle va essayer de mieux comprendre les choses, plutôt que de simplement appliquer un processus qui lui est imposé. Et il faut apporter de la connaissance, beaucoup de connaissances pour que les personnes puissent s'adapter. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut valoriser les expérimentations. Et aujourd'hui, en fait, comme on veut de la performance, on va essayer d'éviter, entre guillemets, les erreurs. On veut tout faire pour que tout se passe bien, tout soit optimum. Et en fait, ça marche pas sur le long terme. Ça marche pour être plus performant à un instant T, mais sur le long terme, finalement, on va dégrader la performance globale de l'entreprise. Et au contraire, il faut valoriser le devoir, ce que j'appelle le devoir à l'expérimentation. C'est-à-dire l'expérimentation, c'est essai, erreur, correction. On essaye quelque chose, ça marche pas, ok, on comprend pourquoi ça marche pas, et on corrige. Essai, erreur, correction. Et du coup, vous aurez noté que j'utilise le terme de devoir à l'expérimentation. Et ça, souvent, on me dit, il faut donner le droit à l'erreur. Et alors, avec mon expérience, je suis gêné par ce terme parce que dans droit à l'erreur, il y a erreur. Et du coup, moi, j'ai vu des gens qui avaient le droit à l'erreur, mais ils ont quand même fait une erreur et ils se sont quand même fait licencier. Et donc, du coup, je préfère ce terme de devoir à l'expérimentation. Parce que du coup, quand on voit bien que quand on fait une expérimentation, ça peut marcher et ça peut ne pas marcher. Et si ça n'a pas marché, c'est un peu la base de la recherche, hein. Si ça ne marche pas, on en tire les conclusions pour en faire un truc qui marche. Et c'est comme ça qu'on avance. Autre règle d'or, c'est que si on doit définir une règle, si on doit définir un objectif ou un processus, je pense que une des questions à se poser, c'est faut-il le faire? Ok, j'ai les moyens de le faire, mais faut-il le faire? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce que si je ne mets pas un principe de subsidiarité, ça ne pourrait pas régler la chose? Et du coup, lorsqu'on fait un processus, il faut toujours se poser la question de, OK, c'est quoi l'effet premier et c'est quoi l'effet second? Donc l'effet premier, c'est peut-être que je vais gagner quelque chose, je vais peut-être simplifier quelque chose ou assurer une certaine qualité de quelque chose. Par contre, l'effet second, peut-être que ça va être que je ne vais pas réussir à m'adapter s'il y a des problèmes. S'il y a une inconnue, s'il y a un événement qui arrive, je vais mettre très longtemps à le résoudre, etc. Donc du coup, c'est ce que j'essaie de faire à moi-même, hein. C'est OK, je mets en place quelque chose, c'est quoi l'effet premier, c'est quoi l'effet second? Et éventuellement, c'est assez rigolo de le faire également. C'est quoi l'impact de l'effet second? C'est-à-dire, c'est quoi l'effet troisième? Et on voit que finalement, l'effet second ou l'effet troisième rebondissent sur l'effet premier et rendent caduc l'effet premier que l'on a à long terme. Voilà. Pardon. Bien sûr, on l'a vu avec la loi de Goudard, c'est qu'une méthode ou un processus ne doit jamais devenir un objectif en lui-même. Il doit servir un cadre, servir une ambition, et c'est toujours l'ambition qu'il faut valoriser. Voilà. Et lorsque vous définissez un processus, moi c'est ce que j'essaie de faire, et je vous invite à le faire, c'est vraiment à définir le cadre d'application du processus. Parce que souvent, quand on fait un processus, on ne met pas le cadre. Et du coup, il y a des choses qui... tout le monde pense que le processus est unique et global, et du coup que tout doit rentrer dedans. Non, au contraire, il faut dire, voilà, le processus, il est défini pour ça, et c'est tout. Si on est dans un autre cas, le processus n'est pas adapté, peut-être faudra-t-il en définir un autre, ou alors peut-être on fait appel au principe de subsidiarité. Voilà, donc on valorise le principe de subsidiarité dans la création des processus. Donc on met subsidiarité et délégation, et donc on travaille en ce sens le processus. Et aussi, dans chaque étape du processus, on met toujours une porte de sortie au cas où il y ait une inconnue qui arrive ou quelque chose qui n'était pas prévu. Il faut toujours, à chaque étape, prévoir des escapes. Et souvent, moi, je le vois dans les processus, il n'y a pas d'escape. Et tout ça pour renforcer en fait le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, OK, il y a un processus, parce qu'un processus, on va l'exprimer comme ça, c'est l'industrialisation de quelque chose qui fonctionne. Donc c'est destiné à le rendre plus performant. Et on est tous d'accord là-dessus. Néanmoins, des fois, il y a des à-coups, il y a des imprévus. Et du coup, il faut aussi mettre en place le principe de subsidiarité et donc prévoir des sorties de processus par le principe de subsidiarité. Voilà. Et puis, une autre règle d'or, ai-je bien décrit
et différencier la délégation et la subsidiarité. Voilà. Et ça, je pense que vraiment, il faut travailler sur ces sujets, il faut les mettre. Qu'est-ce que je mets dans le principe de subsidiarité? Qu'est-ce que je mets dans la délégation? Voilà. Et puis, une dernière chose que je vois dans les entreprises parfois, et du coup, ça m'a mis en éveil et j'aimerais vous transmettre cette réflexion-là. Des fois, je vois que par une permissivité des managers, alors j'ai mis en bas la définition de la permissivité parce que c'est un terme qu'on utilise relativement peu. La permissivité, c'est la tolérance excessive qui conduit à la suppression des contraintes morales et des interdits. C'est-à-dire que si on n'est pas suffisamment rigoureux, si on n'impose pas un certain nombre de règles, eh ben, chacun fait comme il veut, avec l'état d'esprit qui lui convient, etc. Et du coup, ça conduit à des, comment dire, ça conduit à des dérives. Et ce que je vois dans les entreprises, c'est que par manque de rigueur managériale et d'assertivité des managers de rappeler la règle, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. La voiture, par exemple, pour un commercial, elle doit être propre, donc il faut que tu nettoies ta voiture une fois toutes les semaines ou tous les mois, je sais pas, mais voilà. Par le fait de réaffirmer des règles, et ça, c'est une posture managériale, et ben pour pallier parfois ce manque de posture managériale, on va définir des processus ou des objectifs. Et là, du coup, c'est gênant. C'est gênant parce que quelque part, trop définir de processus ou de règles, eh ben, comme je vous le disais, on va dégrader la relation, l'esprit de l'entreprise, la capacité d'adaptation et le bien-être des personnes. Et donc, j'ai une autre façon d'exprimer cette chose-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas piloter pour les 3%. Dans une entreprise, dans une population, dans une organisation, il y a toujours 3% de personnes qui sont là pour en profiter, qui sont là qui ne respectent pas les règles, etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas définir les règles et les processus pour ces 3%-là. Ces 3%-là, c'est un acte managérial qui s'impose, ça n'est pas un processus qui va embêter les 97% restants qui n'ont juste envie de bien faire les choses. Donc, c'est un axe managérial et il faut l'appliquer comme tel. Donc, soit on rappelle les règles, et puis s'il y a des dérives, après, c'est une décision à prendre sur le maintien de la personne dans son poste ou dans l'entreprise. Voilà. Et puis, on a vu à travers la loi de Goudard à ne jamais prendre une mesure comme un objectif parce que ça induit des conséquences que l'on a vues. Et puis, donc, du coup, alors maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire? Du coup, il faut toujours définir les objectifs en termes de raison d'être. C'est-à-dire l'objectif, c'est l'atteinte de la mission de l'entreprise, de la raison d'être de l'entreprise, c'est le suivi du sens, c'est pourquoi on fait les choses, mais ce n'est pas forcément un chiffre. Et le chiffre à l'origine, donc je sais pas, les ventes, le taux de je ne sais quoi, c'est pour voir si on évolue dans le bon sens, mais ce n'est pas forcément un objectif. L'objectif, ça doit être qualitatif, c'est-à-dire est-ce qu'on va dans la bonne direction, enfin il faut que l'on serve nos clients dans les bonnes conditions, etc. Voilà, ça c'est l'objectif, où il faut qu'on fasse suffisamment de chiffre d'affaires pour que l'entreprise puisse se développer. Et après, on mesure l'évolution de ça. Donc, soit on a progressé, c'est parfait, soit on a régressé. Dans ce cas, il y a des actions à mener. Il y a même des actions à mener, sûrement d'ailleurs, même si ça progresse. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Je suis à peu près dans le timing. Et du coup, on va pouvoir passer aux questions-réponses. En tout cas, je vous suis disponible pour cela. Merci beaucoup. Xavier, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bien. Donc, je remercie. Pour l'instant, nous avons 3 questions pour lesquelles nous vous remercions. Donc, d'abord, celle d'Ophélie qui vous demande si vous croyez qu'il est possible de ramener un collaborateur dans la motivation, l'implication, sachant qu'il est démotivé, qu'il est en démotivation depuis plusieurs années. Est-ce que c'est possible, selon vous? Alors bon, bien sûr, je ne connais pas le contexte, etc. Mais je pense que c'est possible, et notamment, probablement, enfin après, ça dépend vraiment de la personne, etc. Mais probablement en lui donnant de l'autonomie et en lui donnant des challenges. En fait, alors, ouais, là, je vais vous donner un exemple. En fait,
Je ne sais pas si vous connaissez les thérapies brèves en psychologie, et notamment les méthodes de l'analyse systémique de l'école, donc c'est une école de psychologues de Palo Alto aux USA. Et en fait, dans l'analyse systémique, ils disent qu'il y a des boucles d'interaction entre les choses. Par exemple, dans une relation interpersonnelle, je souris à une personne, du coup, elle voit que je porte intérêt à elle, elle me sourit, on va discuter et on va organiser une relation. Et donc, ça, ce sont des boucles qui se passent. Et lorsque on veut sortir d'une boucle, eh bien, il faut créer un événement qui permette de sortir de cette boucle-là. Donc là, la personne est démotivée et on est sûrement dans une boucle. C'est-à-dire, je lui dis quelque chose qui ne lui plaît pas, elle est démotivée, du coup, elle me renvoie quelque chose qui ne me plaît pas, et ça me met dans un état d'esprit qui ne va pas, et comme ça, on boucle à l'infini. Et du coup, ce que disent l'analyse systémique de l'école de Palo Alto, c'est qu'il faut sortir de cette boucle et donc il faut faire une transition. Il faut mettre une rupture dans la façon de faire. Et donc, par exemple, sur un bouquin que je lisais, si vous avez un enfant qui ne range jamais ses affaires, par exemple, il ne range jamais ses chaussures, vous allez lui dire de ranger ses chaussures et puis il ne va pas le faire. Et vous prenez les chaussures et vous les cachez. Et je peux vous dire que il va passer tellement de temps à les trouver que la prochaine fois, il va ranger ses chaussures. Vous voyez ? Bon, et adapté, j'ai une expérience mais remarquable. Alors, c'est pas moi qui étais à la manœuvre, mais c'est un client. Et en fait, il avait une personne qui était totalement démotivée. Enfin, c'est pas qu'elle était démotivée, c'est qu'elle disait tout le temps qu'elle était surchargée, qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle avait trop de boulot, que ça ne pouvait pas le faire, etc. Et du coup, la décision qui fut prise au regard des études de Palo Alto, ça a été de le charger, mais à fond, de le mettre dans un état où il ne pouvait, de lui donner suffisamment de boulot, un maximum de boulot pour qu'un être humain, normal, ne puisse pas s'en sortir. C'est-à-dire, figurez-vous qu'il a fait le boulot, il s'en est sorti et ça s'est très bien passé. Donc, il faut sortir des boucles. En fait, on a toujours une boucle. Je vous dis, prenez l'exemple je souris à une personne, elle me sourit, on discute et du coup, on crée une relation. Et peut-être qu'à un moment, il faut faire une boucle. Là, c'est une boucle vertueuse, donc c'est très bien, mais on va prendre l'opposé. Si, par exemple, j'ai une interaction avec une personne qui n'est pas agréable, du coup, elle me fait la tête, du coup, on va plus parler. Peut-être qu'à un moment, il faut faire un sourire et ça va changer les choses. Et donc, à un moment, il faut peut-être simplement changer une façon de faire du côté manager pour provoquer un changement de situation auprès de la personne. Un changement de comportement. Merci Xavier. Ophélie aussi pose une question qui est partagée finalement par Claire. Comment vous expliqueriez la différence entre l'application du principe de subsidiarité et le management participatif? C'est deux choses différentes. La subsidiarité, vous l'avez compris, c'est je donne l'autonomie à la personne d'agir et de prendre les décisions qui conviennent. Par exemple, je lisais un bouquin qui s'appelle Liberté and Fee de Isaac Getz, qui décrit les entreprises libérées. Donc, ce sont des entreprises qui ont poussé à l'extrême le principe de subsidiarité. Et par exemple, il décrivait une société d'assurance dont les personnes qui étaient en hotline, j'ai eu un accident ou j'ai perdu mes affaires, etc. La personne pouvait de facto prendre la décision, ok, je vous verse sur votre compte 5 000 € pour que vous puissiez vous dépanner et on réglera ça ensuite. Vous voyez, la personne prend la décision. Et du coup, je suis content de ma réponse, mais je me souviens plus de la question. La différence entre ce principe et le management participatif. Oui, alors que le management participatif, c'est on va réfléchir avec les personnes sur comment on doit traiter une problématique. Mais pour autant, donc une fois qu'on est dans l'agir, qu'on est dans l'exécution de ce qu'on a anticipé, eh bien, on n'aura pas développé l'autonomie de la personne. Ce n'est pas parce qu'on décide communément de faire quelque chose qu'ensuite, dans l'action, la personne aura l'autonomie. On lui appliquera le principe de subsidiarité. Donc pour moi, c'est deux choses. La première, c'est on co-construit en équipe. Ok, c'est super, vraiment, c'est très bien. Et après, on agit. Et donc, dans l'agit, il faut que la personne puisse décider de ce qu'elle fait. D'accord. Dans l'action. Merci. J'espère que ça vous convient. Ophélie, les deux réponses, c'était vos questions. Oui, merci beaucoup. Merci. Maintenant, nous avons une question plutôt une demande de confirmation de votre part, je dirais, de Raphaël, qui commande d'abord.
autonomie à ne pas confondre avec indépendance. Il faut donner du sens pour le premier et donner un cadre pour le second. Est-ce que cette manière de voir vous semble correcte? Bah, tout est dit, oui. Absolument. De toute façon, si on ne met pas de cadre, on obtient ce que je disais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire tout va à volo, quoi. Donc, il faut forcément donner un cadre. Forcément. Mais, mais vous aurez compris, quoi. Dans ce cadre, on doit laisser l'autonomie aux personnes, quoi. Après, le cadre, pour moi, c'est plus en termes de valeur, en termes de, comment dire, de valeur, d'ambition et de savoir-être, que vraiment dans l'action. Parce que si on met en place le principe pardon, j'en perds mes mots, le principe de subsidiarité, bah, la personne doit pouvoir décider des actions. Donc pour moi, le cadre, j'ai plus tendance à le fixer en termes de valeur. Voilà. Merci. Raphaël continue. Sur la fonction du manager QSE, en disant la chose suivante. Manager QSE est une fonction, un poste spécialisé, un métier. N'est-ce pas une limitation? Tous les managers ne devraient pas être QSE, comme votre présentation semble le démontrer. Est-ce que tous les managers, tout court, ne devraient pas être manager qualité ou manager QSE? Je suis pas sûr de comprendre la question. Peut-être que la personne peut reposer cette question de façon verbale. Monsieur, vous souhaitez? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien, merci. Oui. En fin de compte, effectivement, quand on prend manager QSE, ça correspond vraiment à une fonction dans l'entreprise. Ouais. Sachant que la totalité des managers sont pas QSE, c'est vraiment une fonction, quoi. Voilà. Donc effectivement, par rapport à la webconférence, par rapport à tout ce qui est présenté, quelque part, ce que j'ai compris, effectivement, la partie QSE ici, elle s'adresse pas uniquement aux managers QSE, mais à l'ensemble des managers. Oui, alors d'accord, je comprends. Ouais, parce que Alors, là, bien sûr que j'ai l'impression que c'est une des qualités que doit avoir le manager QSE, alors que non, c'est vraiment très large. J'ai parlé 95% des managers au sens large et à 5% du manager QSE en disant dans tout ce que vous mettez en place, les processus, etc., veillez à ce qu'on prenne bien en compte le principe de subsidiarité. Veillez à ce que lorsque vous définissez des processus, on puisse favoriser le principe de subsidiarité. Parce que comme vous avez la main là-dessus, comme vous avez une capacité d'influence des managers, parce que le manager, il ne veut pas se poser la question, mais il va dire, bah, on fait ça, l'objectif c'est ça, etc. Et du coup, si j'avais un message, en fait, c'est le message que je souhaite vous porter, c'est profiter de votre position où vous allez définir, vous allez contribuer à l'aide à l'édiction des KPI et des processus, etc. Profitez-en pour induire dans tous les processus un cadre où on définit bien quel est le principe de subsidiarité de toutes les actions et quel est le principe de délégation. Du coup, voilà. Mais après, ce que j'évoquais, c'est pour les managers au sens général, c'est pas que pour les managers QSE. D'accord, OK. Donc effectivement, il y a un travail, effectivement, je dirais, de collaboration du manager QSE avec le manager, je dirais, Lambda. Lambda, voilà. Et du coup, moi, je pense que vraiment, il faut expliquer ça et prendre des positions dans tout ce que vous édictez qui favorise le principe de subsidiarité et le sens et tout ce qu'on a vu. Voilà. Et à Claire de compléter, tous les managers doivent être porteurs de sens. Bon, j'ai une autre question. Merci d'ailleurs à Raphaël. Et de Maxime, j'ai une autre question. Celle qui touche à la responsabilité du top management. Le fameux principe. Comment est-il possible de mettre en place des principes de subsidiarité dans le management et dans l'organisation lorsque la direction a mis en place un management par les chiffres et n'attend que les chiffres? Comment faire? De toute façon, c'est la dérive dans laquelle on est. Donc, il y a un argument qui est relativement simple, c'est que souvent ces managers-là sont surchargés. Et souvent, ils sont surchargés parce qu'ils s'occupent de choses qui ne sont pas de leur niveau. Et du coup, un des principes, c'est qu'en mettant en place le principe de subsidiarité, les problèmes vont se régler au bon niveau de l'échelle et du coup, ils vont être libérés de temps.
Ça, c'est déjà un bon argument. Et si on l'explique bien, enfin, normalement, les personnes comprennent ça. Et après, ben, en fait, pour... comment dire? Il y a un très bon bouquin dont le nom m'échappe. Je ne pourrais plus vous le citer, mais il explique que si on veut provoquer un changement, bah tiens, c'est provoquer le changement, le bouquin. Si on veut provoquer un changement, en fait, faut changer les croyances. Et là, les personnes qui appliquent du management par les nombres, au sens où je l'ai évoqué là, ce sont des personnes qui pensent légitimement, parce qu'aussi on leur a appris, enfin ils ont toujours vu ça dans leur environnement, ça a toujours été comme ça, qui pensent que c'est la façon de manager, et c'est la seule et l'unique. Et donc, votre rôle, si vous voulez faire changer ça, c'est de leur apporter de la connaissance et de leur apporter, donc de leur démontrer que le modèle là, il ne peut pas marcher, et de leur donner une autre vision du monde, de leur apporter de la connaissance pour faire changer les représentations mentales et faire changer les croyances. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, très souvent, c'est très facile en fait. Après, le changement s'opère facilement. C'est tout simplement que, ben, comme les gens n'ont vu qu'une seule façon de piloter, une seule façon de manager par les managers qui sont à côté, au-dessus, en dessous, ben, ils appliquent le modèle. Mais une fois qu'on leur fait comprendre que ce modèle-là n'est pas adapté ou pas toujours adapté, parce que peut-être que des fois il l'est, hein, que ce modèle-là n'est pas adapté, que ça leur crée des contraintes, que ça met la pression sur les personnes, qu'il les emmène en burn-out, etc. Et qu'il y a d'autres façons de faire qui valorisent tout ça et d'expliquer les façons de faire. Donc là, on fait changer la croyance et là, on provoquera un changement. Vraiment, si vous pouvez, je ne me souviens plus du tout de l'auteur, mais le bouquin, c'est Provoquer le changement. Vous verrez, c'est très intéressant. Merci. Merci à tous les deux. Je ne note pas d'autres questions. Si ce n'est de commentaires, des remerciements, des personnes qui ont dû partir un peu plus tôt, qui vous remercient et qui ont trouvé que le sujet était très intéressant et votre présentation très intéressante. Merci. Eh bien, merci à tous déjà pour m'avoir convié à cette rencontre. C'était un plaisir et à tous pour votre participation et vos questions. Merci. Merci beaucoup, Xavier, pour cette conférence. Merci, Carolina, pour la modération. Donc, j'ai la lourde tâche d'essayer de résumer en moins de 10 mots le message, mais je ne suis pas sûre d'y arriver tellement il y avait de nombreux messages. Peut-être que pour faire le lien aussi avec les remarques qui ont été partagées et en lien avec le titre qui est le manager QSE, moi je retiendrai tout d'abord que le nombre, la règle ou la norme outille, mais ne peut pas remplacer la relation. Ce mot de relation que d'ailleurs vous avez employé vers la fin m'est venu spontanément. Dans la relation, il y a cette notion de coopération, de management aussi, parce que là, le risque que vous avez partagé, c'est d'une part d'être dans un environnement stérile et d'autre part, au niveau de l'individu, de dériver vers la folie. Et puis donc, cette relation dans l'entreprise, qui est notamment portée par les managers et les managers QSE qui ont cette responsabilité aussi très spécifiques, qui sont des managers transversaux, qui de fait sont eux qui peuvent porter le sens, porter cette ambition et la partager. Donc je pense qu'ils contribuent fortement à cette relation. Et pour la porter, cette relation, j'ai aussi retenu que il ne faut plus faire, mais il faut agir. Donc, merci Xavier, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il faut agir et de fait, ça fait référence à une mise en mouvement en collectif. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été très fort dans ma perception et c'est ce qui permettra, tout compte fait, de s'inscrire dans la durée. Donc,
on touche cette notion de développement durable, d'agilité, de développement de l'entreprise pour ne pas se retrouver à côté de la vraie vie de l'entreprise. Et ça, tout compte fait, et c'est en lien avec la dernière question, ça se retrouve à tous les niveaux, au niveau de l'organisation. Et donc, le top management ne peut qu'en être satisfait, mais aussi jusqu'à l'individu. Et donc, c'est tout compte fait ce qui nous relie tous dans une organisation. Et c'est bien là le sens de ce terme relation. Je ne sais pas si ma synthèse express vous convient, Xavier, si je ne vous ai pas froissé. Ah, pas du tout. C'est une très belle synthèse, merci. Et j'adore enfin, merci d'avoir souligné le terme de relation parce que finalement, c'est un peu ce qui fédère tout. Donc voilà, merci d'avoir souligné ça.